Bien. Bienvenue à ce webinaire, une fois de plus, le deuxième de la série. Comme Charles l'a indiqué tout à l'heure, c'est un webinaire. Je me rends compte qu'il y a une erreur sur la date, mais c'est pas grave, je reste là. C'est le deuxième d'une série de 3, en prélude à la formation sur l'électrostimulation qui vont se tenir dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Maroua. Charles a déjà fait un rappel de ce qui s'est passé au webinaire passé. Ceux qui ne l'ont pas et qui n'ont pas pu assister à ce webinaire-là sont priés d'aller sur le site de Global Physio Training, sur la chaîne YouTube de Global Physio Training et de la Education. La vidéo y est présente. Ça vous permettra de vous rattraper. Certaines des notions qui ont été abordées la dernière fois ne seront pas abordées lors de ce séminaire parce qu'elles sont considérées comme des prérequis. Donc, il faut comprendre que les 3 webinaires sont ajustés de telle façon que chacun des webinaires représente un prérequis du webinaire suivant. Donc, je ne reviendrai malheureusement pas sur certaines notions qui ont déjà été abordées la dernière fois et je vais essayer d'avancer à ce titre. Ce webinaire, donc, comprendre les différents types de courants en électrothérapie. La dernière fois, nous avons parlé des indications et d'un certain nombre de choses. Donc, dans ce webinaire, je vais aborder pas tous les types de courants utilisés en électrothérapie que je réserve pour la formation complète. Mais ici, je vais m'attarder à aborder les principaux, donc ceux que Charles a cités. J'espère que tout le monde arrive à m'entendre correctement et que le volume est bon. Tout à fait, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Donc, on va donc commencer. Donc, comprendre les différents types de courants en électrothérapie. Pourquoi est-ce que c'est important déjà, dans un premier temps, d'identifier tous les types de courants qui existent en électrothérapie? Il faut le savoir. L'électrothérapie ne se limite pas à utiliser un stimulateur, comme je l'ai expliqué la dernière fois, à connecter des électrodes et puis à lancer sa stimulation. En électrothérapie, il existe plusieurs types de courants, plusieurs formes de courants et ainsi de suite. Donc, on va aborder d'abord pour ce webinaire les objectifs de ce webinaire. Les 3 objectifs de ce webinaire sont la classification, donc ça veut dire comprendre la classification des courants thérapeutiques, leurs mécanismes et leurs usages, et comment est-ce qu'on décide du choix d'un courant en fonction de la pathologie. Donc, au terme de ce webinaire, ça c'est ce que vous allez pouvoir emporter comme message clé. Comprendre la classification des différents courants, c'est-à-dire quelle est la logique qui permet de classifier les différents courants thérapeutiques, leurs mécanismes et leurs usages, c'est-à-dire on explore les mécanismes et les usages principaux de ces principaux types de courants, et puis comprendre comment est-ce qu'on décide de faire le choix d'un courant en particulier en fonction de la pathologie qu'on a. On va commencer par la classification des fréquences électriques. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, les courants électriques vont être classés surtout à partir de leur fréquence. Donc, on a 3 types de fréquences. Les fréquences basses qui vont aller de 1 à 1000 Hz, les fréquences moyennes de 1 kHz à 10 kHz. Retenez qu'un kHz, c'est 1000 Hz. À 10 kHz, et puis les hautes fréquences au-delà de 10 kHz. Bien. Les fréquences basses sont des fréquences qui sont, c'est une gamme de fréquences souvent utilisées pour l'application, pour des applications nécessitant une profondeur de pénétration plus importante dans les tissus, favorisant ainsi le confort optimal. Les fréquences moyennes, par contre, sont cruciales dans le traitement et elles offrent un bon équilibre des effets physiologiques et surtout un confort particulièrement important pour le patient. Quand on parle de confort, c'est en réalité le confort de stimulation, parce que sachant que la stimulation venant de l'extérieur est un stimulus externe,
il peut être nociceptif. Donc, les courants de moyenne fréquence vont être les courants avec le plus grand confort de stimulation. Vous comprendrez plus tard dans le webinaire pourquoi j'insiste sur les courants de moyenne fréquence, sans pourtant dire que les autres ne sont pas utiles. Et ensuite, on a les hautes fréquences qui sont principalement utilisées pour l'application des aspirations spécifiques, notamment des effets ciblés, généralement des effets thermiques ou leur effet thermique, parce que les courants de haute fréquence ne produisent pas de stimulation du tissu. Ils sont surtout utilisés pour leurs effets thermiques. Bien. Ça, c'est une vue d'ensemble des types de courants. Donc, vous voyez ce tableau, il vous permet d'avoir une vue d'ensemble des différents types de courants. C'est-à-dire, si vous regardez, là, nous avons la fréquence. On a l'exemple du type de courant correspondant à ces fréquences et puis les applications. Donc, dans les types de fréquences ici, comme vous pouvez le voir, dans les basses fréquences allant de 1 à 1000 Hz, on a les courants galvaniques, paradiques et diadynamiques. Leurs applications sont les douleurs et la stimulation musculaire. Les courants de moyenne fréquence allant de 1 kHz à 10 kHz, donc de 1000 Hz à 10 000 Hz, notamment dans les courants interférentiels, les courants russes. Leur application cible les tissus profonds, puis le renforcement musculaire en particulier. Puis on a les courants de haute fréquence, au-delà de 10 000 Hz, qui ont une fréquence au-delà de 10 000 Hz, donc c'est ce qu'on appelle 10 kHz. Ce sont des ondes courtes ou des micro-ondes qui ont des effets thermiques et des effets sur la circulation sanguine. On va donc commencer par le premier type de courant. L'un des courants les plus intéressants à mon sens. Je pense que l'un des courants que très peu de thérapeutes utilisent. Avez-vous déjà entendu parler de courant galvanique? Quelqu'un sait ce que c'est et puis a une idée de quelles sont les applications? Il y a la possibilité de réagir dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas de réagir dans les commentaires. J'espère qu'ils sont ouverts et que vous pouvez réagir. Une seconde, mon écran s'est éteint. Je sais que vous me voyez toujours, mais j'ai un petit retard. Bien. Donc, on va introduire les courants galvaniques. Le courant galvanique est un courant unidirectionnel et continu. J'espère que vous comprenez ce que j'entends par courant unidirectionnel et continu. Vous comprendrez peut-être mieux quand on va passer aux autres types de courants. Donc, c'est ce qu'on a pour. C'est pour ça que vous allez voir DC, c'est pour direct current. Donc, le courant direct, unidirectionnel et continu. Alors, si vous vous souvenez, dans le dernier cours, j'ai parlé un peu des différents types de courants, des formes, dans le voltage et autres. Donc, dans le cadre des courant galvanique, c'est un courant unidirectionnel. Ça veut dire que c'est l'un des courants qui est directement marqué par sa polarité. À chaque fois qu'il est utilisé, c'est un courant qui ne va pas changer de phase. Donc, les polarités vont rester fixes, c'est-à-dire la bonne positive. L'électrode dans la bonne positive va rester positif du début à la fin de la stimulation. L'électrode négative va rester négative du début à la fin de la stimulation. Leurs utilisations en thérapie sont largement utilisées dans l'application, dans l'utilisation de médicaments comme l'iontophoreuse et la cicatrisation. Donc, les deux principales applications du courant galvanique, c'est l'iontophoreuse, c'est-à-dire utiliser ce type de courant pour transmettre une molécule médicamenteuse à travers la peau sans injection ou aider à la cicatrisation. Je vous expliquerai de quelle façon dans la suite du webinaire. Donc, les caractéristiques physiologiques du courant galvanique. C'est un courant qui dépolarise les tissus nerveux ou musculaires de manière prolongée grâce à sa constance. On vous a dit que c'était un courant unidirectionnel et constant. En deux, il crée une polarisation nette sous les électrodes. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'électrode positive qui est l'anode ici, en dessous de cette électrode-là, il y a un effet sclérosant et de vasoconstriction. En dessous de la cathode, on a un effet excitant, vasodilatateur et alcalinisant. Étant donné, et ça c'est particulièrement important, je vais insister particulièrement sur cette partie-là, dans le cadre des courants galvaniques et l'effet spécifique qui est en dessous de chaque électrode. Ça veut dire que
Si c'est un effet sclérosant que vous recherchez, ou un effet vasoconstricteur, c'est l'électrode positive que vous devez placer sur la zone que vous voulez traiter. Je prends un exemple simple. Si c'est un effet vasoconstricteur, ça veut dire qu'il va réduire l'afflux de sang à cet endroit. Et si votre objectif est d'augmenter l'afflux sanguin et que vous mettez l'électrode positive sur cette zone-là, alors vous comprenez que vous êtes en train de produire l'effet inverse. Dans un cas où vous voulez produire une vasoconstriction, c'est plutôt la cathode que vous devez placer. Parce qu'il a un effet vasodilatateur qui est opposé. Et si c'est un effet vasodilatateur que vous cherchez et que vous mettez la zone que vous ciblez sous l'anode, alors vous allez produire l'effet inverse. Donc il faut très bien toujours la polarité, la maîtrise de la polarité est particulièrement essentielle dans le cadre de la prise en charge de l'utilisation de courants galvaniques. Les applications du courant galvanique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous regardez sur les images que je viens de vous présenter. Dans la première image ici, vous allez prêter attention, je vais attirer votre attention sur quelque chose en particulier. L'électrode qui est en dessous de la plante du pied ici, vous devez vous rendre compte qu'il a une forme particulière. Cette forme-là, si vous regardez, il y a un petit rond. Généralement, ce rond-là est une éponge qui contient une molécule. Ça peut être, par exemple, du diazépam pour produire un effet mieux relaxant. Et il faut connaître la polarité de la molécule qu'on utilise. Par exemple, dans ce cas, c'est un anti-inflammatoire qui a probablement été utilisé parce que ce placement, c'est un placement qu'on utilise avec les électrodes galvaniques dans le cadre des fasciites plantaires. Dans la deuxième image, c'est l'effet cicatrisant sur les plaies. Vous voyez bien que ça, c'est un ulcère généralement qui est récurrent chez les patients paraplégiques ou tétraplégiques, ou même certains patients qui ont fait un AVC et qui ont été alimentés pendant longtemps. Donc, l'électrostimulation, notamment l'utilisation du courant galvanique, peut être utilisée et est fortement indiquée. La preuve, je vous partagerai probablement des articles qui parlent des effets de l'effectivité de la stimulation galvanique sur la cicatrisation. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer, si vous regardez sur la diapositive, le courant galvanique dans le cadre de la cicatrisation, ce courant, en réalité, il va avoir des effets particulièrement spécifiques, notamment l'amélioration de la migration cellulaire, donc, notamment avec les fibroblastes et les kératinocytes. Il va avoir un effet favorisant sur l'angiogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux. Et vous convenez avec moi que dans le cadre d'une lésion, l'angiogénèse est particulièrement importante pour la simple raison que plus une zone de notre corps est vascularisée, plus le métabolisme va y être accéléré. Le métabolisme étant l'ensemble des réactions de construction et de destruction. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un tissu qui est lésé, vous voudrez dans le cadre de sa guérison que la zone soit hypervascularisée. Et donc, la stimulation galvanique produisant de l'angiogénèse aide donc la zone dont les tissus ont été lésés à recevoir un réseau vasculaire beaucoup plus important et donc par conséquent recevant plus d'oxygène et de nutriments, permettant également une arrivée plus importante de macrophages qui vont nettoyer la zone. Enfin, le soulagement de la douleur. Le courant galvanique contribue à la gestion de la douleur, ceci en provoquant une dépolarisation stable des tissus, réduisant ainsi la sensation douloureuse. Mais les deux principales applications du courant galvanique vont être l'iontophoreuse et la cicatrisation. Cette utilisation du soulagement de la douleur est une utilisation secondaire qui n'est pas très utilisée. Les précautions et les limites. Donc, le courant galvanique peut provoquer des irritations cutanées ou des brûlures chimiques sous les électrodes si c'est mal utilisé. Et ça, c'est particulièrement important à savoir. Plus l'intensité sera importante, plus l'effet chimique, plus l'impédance sera importante sous l'électrode, plus l'effet chimique sous les électrodes peuvent être importantes, notamment à la cathode. Il ne doit jamais être fabriqué sur une peau lésée en iontophoreuse. C'est-à-dire, on s'assure toujours que dans le cadre de l'iontophoreuse, ce n'est pas utilisé quand une peau a une blessure. Sauf si le protocole est spécifiquement conçu pour une plainte. Ensuite, il est nécessaire d'avoir un bon contrôle du temps et de l'intensité de la polarité. Ce sont les trois facteurs qui vont être particulièrement importants. Le
temps d'exposition, parce que plus la stimulation galvanique sera longue, plus l'effet en dessous, l'effet thermochimique en dessous des électrodes sera important. L'intensité, plus l'intensité sera importante, plus l'effet sera amplifié. Et enfin, la polarité, je vous ai expliqué les effets de la polarité avec les spécificités pour chaque électrode, anode et cathode. Les courants faradiques, c'est le deuxième type de courant dont on va parler. Donc là, on vient de finir avec les courants galvaniques. On va parler des courants faradiques maintenant. C'est quoi les courants faradiques? Le courant faradique, c'est un courant alternatif de basse fréquence, généralement autour de 50 Hz. Je reviens sur cette notion de 50 Hz. Ici, c'est vrai que je l'ai déjà couvert la dernière fois. Retenez bien ceci. Les fréquences et les formes de courant sont particulièrement importantes quand on classifie les courants. Tout à l'heure, on les a classifiés en haute, en basse, en moyenne et en haute fréquence. Donc, le courant faradique, c'est un courant alternatif, à la différence du courant galvanique qui était un courant direct et continu tout à l'heure. Les courants alternatifs, en réalité, ce sont des courants dont on change de phase. Généralement, ils n'ont pas de polarité fixe. C'est pour ça qu'ils sont des courants alternatifs et généralement, la forme d'onde est une onde sinusoïdale. Ça veut dire que aux deux électrodes, à chaque impulsion, la polarité va changer. Donc, tout au long de la stimulation, chacune des électrodes va passer de positif à négatif dans des cycles continus. À la différence du premier programme dont je vous ai parlé, qui était le programme sur la stimulation galvanique, qui était un courant direct. J'ai insisté sur ces deux notions-là parce que je ne vais pas revenir sur ça sur la suite du courant, pour que vous vous rappeliez. Courant direct, courant continu, monophasique, même polarité. Courant alternatif, la polarité change de façon permanente. Et dans le cadre du courant faradique, ce qui rentre dans le cadre de sa définition, c'est sa fréquence. C'est déjà donc un courant alternatif de basse fréquence. On a vu les courants de basse fréquence tout à l'heure, on a défini les fréquences. C'était des fréquences allant de 0 à 1000 Hz. Vous voyez que 50 Hz, c'est dans l'intervalle. La fréquence représente le nombre d'impulsions par seconde. Si je vous dis que j'utilise un courant avec une fréquence de 2 Hz, sur vos stimulateurs, vous avez l'habitude de voir en bas, quand vous mettez un programme, 2 Hz, 15 Hz, 50 Hz, 45 Hz, et ainsi de suite. 45 Hz représente la fréquence du courant, c'est-à-dire le nombre d'impulsions que la stimulation va produire en une seconde. Juste pour que vous sachiez à quoi ce que représentent ces chiffres-là, en général. Donc, il s'agit ici d'un courant pulsé asymétrique, de courte durée et de haute intensité. Il génère des impulsions brèves, répétées, favorisant ainsi des contractions musculaires essentielles dans le cadre de la réhabilitation physique. La nature du signal. Là, sur cette diapositive, on va caractériser le signal des courants. On va caractériser le signal des courants faradiques. Donc, c'est un courant alternatif pulsé. Donc, ces éléments, ces quatre éléments le caractérisent, comme je l'ai dit. Le courant faradique donc, va être un courant alternatif, pulsé, de forme asymétrique et déséquilibrée. Il va avoir une fréquence fixe autour de 50 Hz qui est adaptée à la contraction musculaire. Ça veut dire que si vous avez des stimulateurs que vous êtes capable, donc vous êtes capable de modifier la fréquence, et ça va rentrer dans les éléments que vous devez prendre en compte quand vous achetez un stimulateur. Généralement, j'achète un stimulateur uniquement si je suis capable de modifier volontairement ces fréquences. Donc, c'est un point. Et les fréquences autour de 50 Hz dans le cadre de stimulation musculaire vont être parmi les plus confortables, les plus effectives. Il a une largeur d'impulsion de 0,1 à 1 milliseconde. Une application par impulsion brève et répétée. Donc, voilà les caractéristiques particulières du courant faradique. Si l'un de ces facteurs-là n'est pas pris en compte, alors on ne va plus le considérer comme un courant faradique. Donc, comprenez que l'exposition est particulièrement précise. Quels sont les effets recherchés de l'utilisation du courant faradique? Généralement, comme je le disais tout à l'heure, les effets recherchés du courant faradique vont être de renforcer les muscles innervés. Ça, c'est la deuxième chose à laquelle il faut faire attention. Les courants faradiques ne sont pas efficaces dans le cadre des muscles dénervés. Nous discuterons de la stimulation des muscles dénervés dans le cadre, par exemple, des patients complètement paraplégiques ou des patients ayant eu des avulsions, des dénervations complètes qui peuvent avoir été objectivées
avec un électromagnétogramme ou une étude de conduction nerveuse. Donc, ici, c'est particulièrement important de savoir que les courants faradiques ne sont pas efficaces sur les patients avec des muscles énervés. Donc, uniquement chez les patients avec des muscles encore énervés, mais affaiblis ou non sollicités, notamment dans le cadre des patients en post-opératoire ou des patients qui ont été habités pendant longtemps. Les contractions, dans les faits recherchés, c'est une contraction visible et rythmée, souvent utilisée en série, avec un temps de repos entre les trains d'impulsion. Le terme train d'impulsion, c'est la série d'impulsions. C'est ce qu'on appelle un train d'impulsion, une série d'impulsions. Les effets, l'autre effet qui est recherché, le troisième effet recherché, c'est que les effets neurologiques supplémentaires, donc la reprogrammation du schéma moteur, la réévaluation de la boucle sensorimotrice. Les indications cliniques principales vont être dans la rééducation musculaire post-immobilisation, comme je l'ai dit. Le renforcement après une chirurgie orthopédique, par exemple, le renforcement des quadriceps suite à une chirurgie du genou, de l'épaule, le renforcement des quadriceps ou des deltoïdes en particulier vont être particulièrement, le courant faradique va être particulièrement efficace pour ce type de renforcement-là. La récupération après une paralysie périphérique partielle. Vous voyez, paralysie périphérique partielle, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'énervation. Hypotonie ou amyotrophie non neurologique. Donc, généralement, voilà les principales indications de l'utilisation du courant faradique. Voici des paramètres typiques d'utilisation. Ce tableau, en réalité, est un récapitulatif des paramètres typiques d'utilisation. Donc, les courants, si vous décidez de les programmer vous-même, vous avez un stimulateur sur lequel vous êtes capable de programmer. Vous allez dans le programmer généralement la fréquence autour de 50 Hz, la largeur d'impulsion entre 0,1 et 1 milliseconde, le temps de contraction de 4 à 10 secondes, ou un temps de repos de 10 à 30 secondes. J'insiste particulièrement sur le temps de contraction on et le temps de repos off. C'est particulièrement important pour la simple raison que certaines personnes qui utilisent l'électrostimulation avec des courants faradiques et qui vont laisser le ratio de 1 pour 1 entre le temps de stimulation et le temps de repos vont créer une fatigue musculaire. Ne pensez pas que vous êtes capable, que la fatigue musculaire survient simplement quand le patient crée une contraction volontaire. Avec un électrostimulateur, vous pouvez induire une fatigue musculaire. Et c'est pour ça que vous voyez dans cet exemple particulier de programmation que, si vous regardez bien, c'est pratiquement 1 pour 3. Pour 10 secondes de travail, on a 30 secondes de repos. Donc, ce ratio-là est particulièrement important. Ensuite, vous allez vous rendre compte que les séances ne sont pas des séances très longues. Ce sont des séances de 10 à 20 minutes selon la tolérance. Effectivement, parce que la stimulation musculaire étant particulièrement importante, vous le verrez tout plus tard également dans le cadre de stimulation musculaire et de la fatigue musculaire quand on va introduire sur le courant russe. Les applications du courant faradique, comme on l'a dit, le renforcement musculaire, la rééducation neuromusculaire et la réduction des spasmes musculaires. La réduction des spasmes musculaires aide, donc parce que le courant galvanique, il aide à soulager et à réduire les spasmes musculaires, offrant ainsi un meilleur confort, une fonction à améliorer. Troisième type de courant, les courants diadynamiques. Ce sont des courants particulièrement intéressants, les courants diadynamiques. Ceci du fait que, de par leur définition, vous vous rendez compte que les courants diadynamiques sont des courants, ce sont des courants de basse fréquence, généralement à 50 Hz, mais modulés selon la forme spécifique. Ce ne sont pas des courants purs. Ils sont transformés pour alterner de phase d'intensité, ce qui améliore leur effet thérapeutique. Ils ont été créés en 1950 par le docteur Pierre Bernard, ce qui explique leurs usages. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont surtout utilisés dans le monde francophone, un peu moins dans les pays anglo-saxons. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Donc, la première chose qu'il faut comprendre sur les courants diadynamiques, ce sont des courants modulés de basse fréquence. Donc, les courants diadynamiques sont des courants modulés de basse fréquence utilisés pour divers traitements médicaux, pour stimuler les tissus et les muscles. En deux
je l'ai déjà dit, sont des courants qui ont été créés par le docteur Pierre Bernard. Et puis, il existe plusieurs variantes de courants diadynamiques. Ça, c'est ce qui va être particulièrement important. On va la variante MF, donc, en modulation de fréquence, TF, à double fréquence, CP, à courte impulsion, dans les courants pulsés, plutôt, et LP, les courants lents. Chacun ayant une application spécifique dans laquelle je ne vais pas rentrer dans le cadre de ce webinaire. Les bénéfices des courants diadynamiques. Voici les applications, les trois principales applications des courants diadynamiques. Pour leur effet antalgique, notamment, les courants diadynamiques vont permettre donc de réduire la douleur en sur le système nerveux. Ils vont favoriser la libération d'endorphines, contribuant ainsi à soulager la douleur. Si vous vous rappelez, dans le webinaire précédent, je vous ai parlé des mécanismes de diminution de la douleur avec l'électrostimulateur. La fréquence particulière des courants diadynamiques permet plutôt d'agir ici, au lieu du gate control theory, plutôt ici sur la libération d'endorphines. Ceci pour insister encore sur le fait que vous pouvez décider avec votre électrostimulateur d'induire une forme d'analgésie en sélectionnant le mécanisme pour lequel votre patient est le plus sensible. Mais donc, si vous voulez, par exemple, prioriser la libération d'endorphines, alors les courants diadynamiques vont être des courants qui devront être privilégiés. La deuxième application des courants diadynamiques, c'est la stimulation de la circulation sanguine, ce qui aide à améliorer l'apport d'oxygène et de nutriments dans les tissus, facilitant ainsi la récupération. Et le troisième, c'est la gestion de la douleur et des édèmes, des douleurs chroniques et des édèmes. Notamment, ils vont produire, améliorer la pompe, ils vont stimuler la pompe veineuse. Je crois que nous sommes là au quatrième ou cinquième type de courant. Je ne l'ai pas numéroté. Je crois que ça doit être le quatrième type de courant. Parce qu'on a vu galvanique, on a vu paradique, on a vu diadynamique, et on a le courant interférentiel de moyenne fréquence. Là, on vient de finir avec les basses fréquences tout à l'heure. Les trois premiers courants qu'on a vus, c'était les courants de basse fréquence. Galvanique, paradique, diadynamique. Les courants interférentiels, eux, vont être particulièrement intéressants. Ce sont des courants qui sont caractérisés par quoi? C'est deux courants de moyenne fréquence en réalité. Je vous rappelle sur les fréquences. Pourquoi on dit que ce sont des courants de moyenne fréquence? La fréquence va être au-delà de la fréquence, les moyennes fréquences vont être au-delà de 1000 Hz, donc à partir de 1 kHz. Les moyennes fréquences sont des courants dont les fréquences vont aller entre 1000 et 10 000. Entre 1000 Hz et 10 000 Hz. Donc, les courants interférentiels ont ceci de particulier que ces deux courants, c'est pour ça qu'on parle d'interférentiel. Retenez dans l'interférentiel le mot interférence. Donc, généralement, sur le stimulateur qui va utiliser les courants interférentiels, ce qui se produit, c'est que chaque borne va produire un courant avec une fréquence sensiblement égale à 4000. Généralement, ils vont virer autour de 4000, c'est ce parmi les fréquences utilisées. Mais il va se produire au niveau de l'interférence de leur croisement dans les tissus, ce qu'on va appeler la fréquence de battement, qui sera une fréquence d'environ 1000 Hz. Je vais vous expliquer tout à l'heure, qui sera d'environ 100 Hz. Je suis sûr que vous vous demandez, mais tout à l'heure, j'ai parlé de 4000 Hz, de courants de fréquence moyenne qui varient entre 1000 et 10 000. Et puis, je vous parle d'une fréquence de battement de 100 Hz. 100 Hz qui est dans la gamme des courants de basse fréquence, alors que je suis en train de parler d'un courant de moyenne fréquence. Je reviens particulièrement là-dessus pour que ce soit clair. Les courants de moyenne fréquence vont être des courants entre 1000 et 10 000 Hz. Les courants interférentiels ont la particularité qu'au lieu d'avoir un seul type de courant, chaque sortie de votre stimulateur, généralement, on va utiliser le mode quadripolaire, donc avec 4 électrodes. Chaque sortie ou chaque canal va produire un courant, va délivrer un courant autour de 4000 Hz. Maintenant, les deux courants vont interférer. Pourquoi les courants de 4000 Hz et les courants moyens? Si vous vous rappelez, dans le premier webinaire, on vous a parlé du confort de stimulation avec les courants de moyenne fréquence et leur facilité à pénétrer la peau avec une moindre résistance. Donc, il y a un plus grand confort à utiliser les courants de moyenne fréquence. La barrière cutanée est traversée plus facilement avec les courants de moyenne fréquence par rapport aux courants de basse fréquence. C'est pour ça que ces courants d'interfération sont particulièrement intéressants. Donc, en revenant sur
cette particularité-là, vous avez deux courants donc à chaque sortie de 4000 S et on va prendre à leur interférence. C'est pour ça que généralement on va les utiliser de façon croisée. Et donc l'endroit où les deux courants vont se rencontrer dans les tissus vont produire ce qu'on appelle la fréquence de battement qui est de 100 S. Donc dans le cadre de comment est-ce qu'on obtient les 100 S, je vais vous montrer ça dans la suite dans les diapositives suivantes. L'autre caractéristique du courant interférentiel va être particulièrement la profondeur du courant. Ces courants se distinguent par leur capacité à pénétrer profondément les tissus. Vous voyez que la différence des courants de basse fréquence et qui sont des courants relativement superficiels, si votre cible, par exemple, un problème avec le muscle piriforme qui se trouve loin sous le crâne fessier, si vous voulez le cibler, l'un des courants qui est susceptible de l'atteindre, ce sont les courants interférentiels à cause de leur profondeur de pénétration. Une amélioration du confort cutané. L'utilisation des courants contribue à un confort cutané accru, réduisant les effets indésirables du traitement. Je vous explique tout à l'heure d'où est-ce que le confort cutané vient. Exactement. En revenant à la définition dont je vous ai parlé tout à l'heure, les courants interférentiels sont obtenus par superposition de deux courants de moyenne fréquence, comme je l'expliquais tout à l'heure, généralement autour de 4000 S. 4000 S, vous convenez avec moi, c'est dans l'intervalle dont on a parlé pour les moyennes fréquences, 1000 à 10 000. Donc 4000 S, on est sensiblement au milieu, qui se croisent dans les tissus du patient. Et parce qu'ils se croisent, ils vont interférer l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'on parle de courant interférentiel. Comment est-ce que la fréquence de battement, je vous ai parlé de la fréquence de battement qui était de 100 S. Si vous regardez très bien sur l'exemple que je mets ici, si vous avez donc un courant, un stimulateur, et vous produisez une stimulation interférentielle, le canal A peut être à 4100 S, le canal B à 4000 S. Quand les deux courants vont se croiser dans les tissus, voici ce qui se produit. Il y a une substitution entre les deux courants et il ne va rester que 100 S. 100 S, donc, est la fréquence thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la fréquence de battement. Ça veut dire que si j'ai un courant à 5100 S et un autre à 5000 S, je crée toujours une fréquence de battement de 100 S. Si j'ai un courant à 4050 S et un autre à 4000 S, je vais créer une fréquence de battement de 50 S. Donc, en fonction, vous voyez qu'on peut partir des courants de moindre fréquence pour cibler des rampes de fréquence bien spécifiques de courants de basse fréquence. Donc, je vais partir des courants de moindre fréquence, mais utiliser leur confort de pénétration, leur profondeur, mais générer l'effet physiologique des courants de basse fréquence. Ça veut dire que si je veux produire une contraction ou une fréquence à 2S, une fréquence de battement à 2S, je vais prendre un courant sur canal A, par exemple, de 4000, disons n'importe quoi, de 4010 S, et sur l'autre, de 4008 S. La fréquence de battement va être une fréquence de 2S, qui est une basse fréquence. Rappelez-vous, je vous ai dit, les basses fréquences, c'était entre 0 et 1000 S. Donc, les caractéristiques techniques du courant interférentiel sont les suivantes. Il y a ce qu'on appelle les fréquences porteuses. Généralement, pour des effets thérapeutiques, généralement, les fréquences porteuses vont être entre 2000 et 5000 S. Vous comprenez les 4000 S dont j'ai parlé tout à l'heure. Pas pour dire qu'en dessous, ce n'est utilisable, mais les recherches ont montré que ces fréquences sont les fréquences les plus efficaces. Les fréquences de battement qui doivent être générées vont aller de 0 à 250 S, qui sont les fréquences thérapeutiques des courants interférentiels. Et vous connaissez comment est-ce qu'on pourrait faire pour obtenir le 0 ou le 250 S. Si j'ai un courant à 4500 S et l'autre à 4250 S, j'obtiens une fréquence de battement de 250 S qui est ma fréquence thérapeutique. C'est le type de courant. Ce sont des courants alternatifs sinusoïdaux modulés dans les tissus. Retenez bien, alternatif et sinusoïdal. Ce sinusoïdal-ci, c'est la forme de l'impulsion. Représente la forme d'impulsion. Parce que plus tard, peut-être pendant la formation, je vous montrerai les autres formes de courants et leurs avantages. Les courants rectangulaires, les courants carrés, et ainsi de suite. Donc ici, dans le cas des courants interférentiels, on va utiliser la forme qui va être utilisée, c'est la forme sinusoïdale. Alors que si vous avez un courant carré, par exemple, vous pouvez définir une rampe de 2-3 secondes, et ainsi de suite. Donc, on retient que si ce n'est pas un courant sinusoïdal, si la forme n'est pas sinusoïdale, ce n'est plus un courant interférentiel. En plus, le montage d'électrodes est particulier.
C'est un montage à 4 électrodes, donc un montage quadripolaire, ou un montage à 2 électrodes qui est un montage bipolaire, mais pré-modulé à l'intérieur du stimulateur. La forme la plus pratique, c'est le montage à 4 électrodes, qui est la plus simple avec des stimulateurs, la plupart des stimulateurs qui sont capables d'atteindre cette fréquence-là. Donc, vous allez croiser les électrodes A', B, B', pour être sûr que le champ entre les deux électrodes se croise au point où vous voulez créer l'interférence, qui est le tissu que vous ciblez. Ça, on le démontrera clairement pendant le webinaire, pendant la formation. Les effets physiologiques recherchés avec des courants interférentiels, le soulagement de la douleur profonde, la stimulation musculaire douce à fréquence de battement autour de 50 Hz, l'effet circulatoire, fréquence battante basse, effet antalgique, fréquence battante haute, et une très bonne tolérance cutanée. Je vais insister sur ces deux endroits. L'effet thérapeutique, vous vous rendez compte que les fréquences battantes basses vont plutôt favoriser un effet circulatoire, alors que les fréquences battantes hautes vont favoriser un effet antalgique. Les fréquences battantes autour de 50 Hz vont être celles qui vont être particulièrement pour des stimulations musculaires douces. Vous voyez que rien qu'en jouant sur la fréquence, j'ai un effet physiologique particulier que je vais produire. À 50 Hz, contraction douce. Fréquence basse, fréquence haute, des effets particuliers. Les indications cliniques principales donc vont être les suivantes: les lumbagos, les sciatiques, les douleurs cervicales chroniques, les douleurs profondes, notamment les douleurs articulaires ou musculaires profondes, surtout sur des muscles volumineux, les algodystrophies et fibromyalgie, dans le cadre de la gestion des douleurs, les troubles circulatoires, notamment les édèmes de membres inférieurs ou des édèmes chroniques, et puis la spasticité légère, avec des fréquences modifiées pour le relâchement musculaire. Donc, les courants interférentiels vont particulièrement être efficaces pour ces indications-là. Les précautions d'emploi, j'insiste là-dessus. La première, c'est bien croiser les électrodes en montage quadripolaire. Bien croiser les électrodes en montage quadripolaire. Si vous ne croisez pas les électrodes, vous produisez deux champs différents et donc vous n'allez pas produire d'interférence. Donc, il est particulièrement important, si vous avez l'électrode A', du canal 1, l'électrode B, B' du canal 2. La croix qu'il forme crée donc un lieu d'interférence pour produire l'effet interférentiel et donc la fréquence de battement. Auquel cas, si vous voulez utiliser A', B', B', vous ne créez pas d'interférence et donc pas de fréquence de battement. Vérifiez la bonne conductivité du gel. Étant donné que ce sont les moyennes fréquences, vous vous assurez qu'il y a une bonne conductivité du gel pour être sûr que l'impédance n'interagit pas ou ne limite pas la pénétration des courants. Ensuite, attention aux contre-indications classiques, genre pacemaker, process ou zone cancéreuse. Zone cancéreuse, je vais insister particulièrement là-dessus. Pourquoi? Leur effet profond, leur effet circulatoire. Si vous exposez un courant interférentiel avec une fréquence de battement qui favorise la circulation sanguine profonde sur une zone cancéreuse, c'est que vous allez produire de l'angiogénèse dans cette zone-là, développer le réseau vasculaire près des cellules cancéreuses qui sont des cellules qui se développent déjà de façon anarchique. Et donc, vous allez favoriser leur multiplication parce que tout ce que vous allez produire comme effet, c'est leur apporter plus de sang et plus de nutriments, qui est quelque chose qu'on veut éviter dans le cadre des cellules cancéreuses. Il faut les priver de nutriments pour limiter ou au moins ralentir leur multiplication. Donc, si vous produisez une angiogénèse ou un effet circulatoire, alors vous savez quel est l'effet que vous avez en train de produire pour votre patient. Vous êtes juste en train d'accélérer la multiplication cellulaire des cellules cancéreuses. Donc, faites particulièrement attention à l'utilisation de ce courant, surtout du fait de sa profondeur et de la variabilité de ses effets. Et si vous décidez de l'utiliser, faites donc très attention aux fréquences battantes que vous utilisez. La suite des productions d'emploi, il y a donc les troubles circulatoires, membres inférieurs, œdème chronique et autres. Spasticité légère, ça, je l'ai déjà fait. Bien. Les courants russes, c'est le 5e type de courant que nous allons ouvrir, ou le 6e, je ne sais plus. Les courants russes, ce sont des courants qui sont très, très particuliers. Donnez-moi une seconde, je dois vérifier. Juste une seconde, mon écran.
Je vois le mot France, c'est bien interne. Les courants russes, en fait, ont quelque chose de très particulier, qui est, par exemple, conçu pour les constellations de renforcement musculaire. Ils ont des courants qui vont avoir une analyse spécifique des courants alternatifs. Ce sont des courants alternatifs qui vont tourner autour de 2500 S pour le renforcement musculaire. Ils sont spécifiquement construits pour le renforcement musculaire. Ce sont des courants d'application. C'est un des courants qui vont être idéaux pour le renforcement des courants, pour le renforcement musculaire. Ces courants sont souvent utilisés dans le cadre des thérapies physiques pour stimuler les muscles de manière efficace. Notamment, ce sont des courants qui vont être particulièrement utilisés chez les athlètes pour le développement de la force musculaire. C'est même dans ce cadre qu'ils avaient été développés au départ par les soviétiques pour l'assistance de leurs athlètes sans le renforcement musculaire, sans besoin de charge. Donc, la haute intensité de ce courant est généralement bien tolérée par les utilisateurs, permettant donc des séances d'entraînement efficaces sans inconfort excessif. Les courants de haute fréquence. Je suis obligé de. J'aurais pu développer un peu plus sur les courants russes. Si on a un peu de temps à la fin, peut-être je reviendrai pour vous dire 2-3 autres mots là-dessus. Vu le temps qui nous reste, les courants de haute fréquence qui vont être des courants particuliers avec des fréquences. Regardez bien les fréquences. On a dit que c'était des fréquences basse fréquence 0 à 1000 Hz, moyenne fréquence 1000 à 10 000. Et au-delà de 10 000 Hz, ce sont des courants de haute fréquence. Donc, les courants de haute fréquence vont être de deux types. Les courants, les ondes courtes qui vont être autour de 27 000, de 27,12 Hz, mégahertz, pardon, 27,12 mégahertz. Et ce sont des ondes courtes qui sont utilisées dans la communication et la diffusion des radios en raison de leur capacité à se propager sur de longues distances. Mais ils vont être également utilisés dans le cadre de l'électrostimulation. Je vais vous donner un peu plus d'informations là-dessus dans la suite du webinaire. Ensuite, vous avez les micro-ondes qui vont être autour de 2450 MHz, qui sont des ondes courtes largement utilisées dans les technologies de cuisson, notamment comme dans le micro-ondes. Donc, ces courants ont pour spécificité la production d'un effet thermique. Donc, ils n'ont pas pour but de produire l'excitation musculaire ou nerveuse et sont utilisés pour l'effet thermique qu'ils engendrent au sein des tissus. C'est le même principe qu'on utilise, par exemple, pour les micro-ondes que vous utilisez à la maison. Donc, ce sont des courants qui peuvent produire des effets thermiques profonds, utiles dans des applications médicales telles que l'échauffement des tissus. Des applications de haute fréquence, soulagement de la douleur chronique. La haute fréquence peut être utilisée pour atténuer les douleurs persistantes, pour prendre un moyen efficace de la gestion de la douleur. Augmentation de la circulation sanguine, qui fait de leur effet thermique. Cette technique, on va favoriser une meilleure circulation sanguine, ce qui peut aider à accélérer la guérison ou améliorer la santé globale. Enfin, amélioration de la souplesse des tissus. Elle contribue à assouplir les tissus, permettant une meilleure stabilité en réduisant des risques de blessures. Quels sont les outils que vous allez utiliser généralement? Quels sont les types de stimulateurs qu'on utilise pour les hautes fréquences? Généralement, ça va être l'appareil, vous avez entendu parler de la diathermie. Ça va pas être des stimulateurs avec des électrodes classiques habituels. Vous avez vu les stimulateurs avec la diathermie. Vous avez une grande plaque que vous mettez en dessous du membre et vous avez une autre que vous faites passer au-dessus du membre, comme dans le cadre des ultrasons. Mais sauf que là, vous avez une électrode en bas. Donc, ce sont des électrodes qui vont produire la diathermie. Et donc, c'est à cause de la fréquence de courant qui est produit que l'utilisation de diathermie, on va produire de la chaleur interne à l'intérieur des tissus. Donc, les hautes fréquences en physiothérapie vont être utilisées principalement dans les appareils de diathermie, qui sont des appareils d'électrostimulation.
Donc, les courants électriques et leurs pathologies, ça c'est un petit récapitulatif. Donc, dans les pathologies de douleurs aiguës, on va avoir donc les courants qui vont être connus, ce sont les courants denses et les courants diadynamiques. La justification, ils vont être efficaces parce qu'ils vont agir sur la théorie du portillon. Les faiblesses, dans le cadre des faiblesses musculaires, vous allez avoir les courants faradiques et les courants russes, produisent des contractions efficaces. Dans le cadre des œdèmes, dans les courants galvaniques et les courants diadynamiques. Le courant diadynamique revient, vous l'avez vu en haut tout à l'heure, et il revient ici. La différence au niveau des courants diadynamiques, ce sont les fréquences. Donc, effet drainant avec la stimulation des pompes. Dans le cadre des plaies chroniques, le courant galvanique, qui est le seul avec le courant direct, qui va donc agir pour la régénération tissulaire. Donc, je vais vous expliquer par quel phénomène il agit sur le fait de régénérer les tissus. Parce que les courants galvaniques, encore une fois de plus, l'un de leurs autres effets, peut-être que je ne vous ai pas mentionné, c'est la réduction de la charge bactérienne. La réduction de la charge bactérienne. Ça veut dire que si vous produisez, si vous faites une stimulation galvanique autour d'une blessure, notamment d'un ulcère, et qu'un prélèvement est fait par rapport, par exemple, à une personne à qui on n'a pas fait, on se rend compte que la charge bactérienne chez le patient qui a été traité avec le courant galvanique est beaucoup moins importante. Donc, elle participe à la réduction de la charge bactérienne dans une blessure. Et ensuite, on a les inflammations profondes. Donc, le courant interférentiel va être celui qui va être utilisé. Vous voyez que dans la façon dont j'ai conçu ce cours, ce n'est pas de vous donner la pathologie, à vous dire lombago, vous faites ceci, vous faites tel courant. Non. Vous devez pouvoir raisonner, comme je vous disais tout à l'heure, sur le fait quel est l'effet que je veux gérer. Si c'est une inflammation qui est profonde et que je veux pouvoir l'atteindre, je vais chercher un courant qui peut atteindre cet endroit-là. Si c'est une blessure que je suis en train de gérer, je vais régénérer, je vais créer de l'angiogénèse, alors je vais utiliser un courant galvanique. Si c'est un œdème, le but de mon intervention est d'améliorer la pompe veineuse et le drainage, alors je vais utiliser un courant galvanique ou un courant dynamique. Si c'est un muscle qui est affaibli, alors c'est l'excitomotricité que je veux produire, donc je vais renforcer le muscle, je vais opter pour un courant paradique ou un courant russe. Si c'est un effet antalgique, je vais choisir l'une des 3 méthodes d'antalgie. Libération d'endorphine, théorie du portillon, donc Gate Control Theory. Et l'inhibition, je ne vous ai pas parlé de celle-là, mais il y a une troisième, c'est ce qu'on appelle l'inhibition descendante, qui est une troisième théorie qui est utilisée avec l'électrostimulation. Donc, voici quelques paramètres essentiels en électrothérapie. L'objectif thérapeutique. Vous ne saurez utiliser un électrostimulateur ou en électrothérapie si vous n'avez pas déterminé clairement quel est votre objectif thérapeutique. Est-ce la gestion de la douleur? Est-ce l'augmentation de la vascularisation? Est-ce l'assouplissement des tissus? Est-ce la gestion de l'inflammation? Qu'est-ce que je veux produire? Si je définis l'effet thérapeutique, donc si j'identifie clairement la pathologie et je connais quel est l'effet physiologique qui doit être produit pour influencer le cours de la pathologie ou aller dans le sens que je veux, réduire l'inflammation, drainer les tissus, produire l'angiogénèse, alors je choisirai, j'ai défini mon effet thérapeutique et donc je choisis le type de courant qui convient. Donc, l'objectif thérapeutique est un paramètre clé. C'est la base de la prise en charge. Définir l'objectif thérapeutique, donc les résultats cliniques souhaités pour un patient en tenant compte de ses besoins spécifiques et de sa tolérance au traitement. La profondeur des tissus. Il faut évaluer la profondeur à laquelle le courant doit, la profondeur que le courant doit atteindre. Quel est le tissu cible? Si c'est un tissu qui est très profond, dans une zone avec une forte impédance, il faut donc que je choisisse un courant qui est capable de forte pénétration importante et de traverser facilement l'impédance qui lui sera opposée. L'intégrité cutanée, c'est une clé. Il faut s'assurer que la peau est intacte et en bon état avant l'application de tout traitement pour éviter les complications et optimiser les résultats. Et enfin, les paramètres techniques qui montrent l'intensité, la fréquence, la durée de stimulation, le type d'électrode, la forme des électrodes, la taille des électrodes, les formes d'impulsion. En général, je me suis limité à ceux-ci, mais il y a sensiblement, dans le cadre d'une électrostimulation, il y a pratiquement 10 paramètres avec lesquels vous pouvez jouer pour avoir un traitement très spécifique. Les principaux étant ceux que je viens de citer,
Les paramètres déterminent étant l'intensité, la durée, la fréquence, la position des électrodes peut-être et leur forme. Les importances, non, ça, c'est autre chose. Je pense que c'est une erreur à faire ça. Donc, là, je pense que c'est la fin. C'est la fin de notre. C'est un slide non nécessaire que j'ai introduit. Donc, c'est la fin de notre présentation pour aujourd'hui. Nous allons ouvrir la possibilité de quelques questions. De toute façon, je remets d'abord la parole à Charles pour organiser la suite. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Nous sommes un peu pris par le temps, mais nous avons vraiment profité de ce moment. On a eu beaucoup de connaissances nouvelles par rapport aux différents courants interférentiels, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avant que le panel ne pose les questions, j'avais une préoccupation, s'il te plaît. Oui. Tu as parlé de plusieurs courants. C'est vrai que c'est un peu pour anticiper sur l'avenir, mais quels sont les appareils qui produisent ces courants? Est-ce que tous les électrostimulateurs que nous utilisons, que nous rencontrons régulièrement dans nos cabinets, produisent ces courants-là? Est-ce que tu peux nous donner quelques détails par rapport à ça? En tout cas, nous situer par rapport aux appareils et aux différents types de courants que ça produit. Ça, c'est une très bonne question. Ça revient à ce dont je parlais tout à l'heure dans le cadre du choix de son électrostimulateur. La plupart des électrostimulateurs portables que vous achetez sont des stimulateurs, comme je l'ai dit la dernière fois, qui sont conçus pour être prescrits aux patients. Ce ne sont pas des stimulateurs qui sont conçus pour le clinicien, parce qu'ils sont extrêmement limités. Et je vous l'ai dit encore la dernière fois. S'il te plaît, Valérie, tu viens de dire quelque chose de très, très pertinent. Tu veux dire quoi? Il y a les électrostimulateurs pour l'usage des usagers. Et il y a les électrostimulateurs pour l'usage des professionnels. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et ceux que au Cameroun, la plupart des kinés utilisent ne sont pas des électrostimulateurs qui sont conçus pour les cliniciens, du fait de la limitation des paramètres. C'est pour ça que la plupart de ces stimulateurs-là ont très peu de possibilités de flexibilité. Ils sont limités dans le type de courant qu'ils peuvent générer. Vous convenez avec moi que tout ce que je viens de vous citer comme courant, vous, en tant que professionnel, très peu de patients sont capables de comprendre ce que vous avez compris et donc de les utiliser au même titre que vous, n'ayant pas votre background. C'est pour ça que les stimulateurs que vous achetez, ce que vous appelez généralement TENS et autres, ce sont des stimulateurs qui sont conçus pour les patients parce qu'ils sont extrêmement limités. Il existe d'autres stimulateurs, par contre, qui sont conçus pour le clinicien. Généralement, ils vont être beaucoup plus volumineux ou ils vont être beaucoup plus complexes. Et donc, quand vous décidez d'acheter un stimulateur, certaines des choses dont je viens de vous parler sont des choses que vous devez vérifier. La première, quels sont les différents types de courants que ce stimulateur est capable de générer? La deuxième, quelles sont les fréquences qu'il atteint? Vous allez voir des stimulateurs qui vont se limiter entre les fréquences de 5, certains ne vont même pas descendre à 2. Certains vont commencer à des fréquences de 5 S et s'arrêter à 500 S. Donc, ça, c'est une chose que vous devez vérifier, la flexibilité de la fréquence. Et enfin, la possibilité de modifier et d'implanter de façon volontaire ces paramètres-là. Si vous prenez des stimulateurs pour vous, en tant que clinicien, qui sont des stimulateurs qui sont dédiés aux patients, vous manquez l'occasion, en réalité, de générer des revenus. Ailleurs, les stimulateurs que vous avez et que vous utilisez tous les jours sont des éléments que vous devez prescrire aux patients pour son utilisation à domicile. Et bien sûr, comme les électrodes que vous prescrivez, sur lesquels vous avez une forme de revenu, le stimulateur est un élément que vous devez prescrire au même titre que vos électrodes. J'insiste encore là-dessus. Je pense que chaque fois que les électrodes vont finir, si un patient a un électrostimulateur, vous convenez avec moi que si les électrodes sont abîmées, il reviendra vers vous pour en avoir. Donc, en prescrivant un stimulateur également, vous assurez une source de revenus conséquente et répétitive. Parce qu'en éduquant également le patient à qui vous prescrivez un stimulateur, en dehors de sa pathologie, il est capable d'utiliser avec sa femme, sa mère, son frère et ses soeurs dans le cadre de la gestion de la douleur et du renforcement. Il aura besoin des électrodes à chaque fois. Donc, il reviendra vers vous acheter les électrodes encore. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. C'est-à-dire, on vient de nous expliquer que la plupart des électrostimulateurs que nous utilisons en cabinet, en fait, sont des électrostimulateurs domestiques. Donc, c'est
dédié, c'est indiqué aux patients, au sujet, et non pour les cliniciens que nous sommes. Donc, j'espère que vous venez de comprendre quelque chose de nouveau et que on aura l'occasion de vous présenter différents types d'appareils et vous montrer la différence. C'est vrai que Valérie l'a déjà dit en théorie, mais que dans la pratique, vous aurez l'occasion de découvrir un appareil, un électrostimulateur pour professionnels, à indication professionnelle, aux cliniciens que nous sommes, et l'électrostimulateur destiné aux usagers. Peut-être une dernière précision que je vais ajouter. Pendant longtemps, Oui, les électrostimulateurs qui étaient dédiés aux cliniciens étaient assez volumineux. Aujourd'hui, il oui, existe tout à fait. des électrostimulateurs comme certains Globus, comme certains euh, Roscoe? Compex, Roscoe, Mhm. Mauprix et Edgewave, qui sont aussi compacts et aussi petits que les autres stimulateurs que vous avez, mais qui en plus ont des fonctions que les petits stimulateurs que vous avez, que vous achetez tous les jours pour utiliser, n'ont pas. Donc, ce n'est pas la taille du stimulateur qui en fait un stimulateur domestique ou un stimulateur professionnel, mais c'est sa complexité, la capacité de courant et les différentes fonctions qu'il a. Donc, prenez ce temps à chaque fois pour sélectionner votre stimulateur. Pour sélectionner votre stimulateur. D'accord, merci beaucoup. Une question d'un panéliste, euh, euh, James Anaba, qui demande, dans le cas des courants interférentiels, si on a déjà un électrostimulateur qui produit des courants interférentiels, est-ce qu'on a encore besoin de croiser les canaux ou bien les électrodes pour avoir l'effet interférentiel? Est-ce que la disposition des électrodes est fonction de l'effet interférentiel? Si je peux, j'espère que je résume bien la question. Ça m'amène donc à revenir à quelque chose. C'est très intéressant. Je vous ai parlé, dans le cas des courants interférentiels, je vous ai parlé de quelque chose tout à l'heure. Je vais essayer de le dire rapidement. J'ai fait une note par rapport à ça qui répond à la question de James. Est-ce que j'ai mis ce courant interférentiel? Excusez-moi une minute, j'essaie de vous trouver rapidement cette diapositive-là. C'est la dynamique, je crois, courant interférentiel. Non, voilà, sont les courants interférentiels. Je crois qu'il doit être quelque part ici. Voilà. Sur cette diapositive, regardez bien ce que j'ai dit, ce que je précise sur cette diapositive. Ici, le nombre d'électrodes. Je vous ai parlé donc de 4 électrodes pour le montage quadripolaire. Ça veut dire que vous avez 2 fréquences différentes. Là, vous êtes obligé de croiser. Maintenant, je vous ai parlé de 2 pour les dispositions bipolaires prémodulées. Ce sont les stimulateurs avec une prémodulation qui produisent un courant interférentiel. Les autres, l'interférence doit se gérer à l'intérieur au sein des tissus directement. À ce moment, le croisement, donc si vous utilisez un montage quadripolaire, c'est absolument obligatoire de croiser les électrodes pour obtenir une bonne interférence. D'accord. J'espère que James est satisfait de la réponse. Donc, Euh, oui, donc, pour résumer, quand nous sommes en, bon, pour utiliser un jargon technique, quand nous sommes en IF2 pôle, donc 2 électrodes, donc interférentiel, 2 électrodes, on n'a pas besoin de croiser puisque c'est déjà prémodulé. Et si on est en IF4 pôles, là, on doit croiser pour avoir l'effet interférentiel. exactement. D'accord, Une merci autre, beaucoup. une autre chose qu'il faut retenir, la Mhm. distance entre les électrodes est particulièrement importante. Plus vos électrodes Tout à à la fait. surface de la peau sont proches, plus le champ qui va être produit est superficiel. Plus les électrodes vont être éloignés, plus le champ va être profond. Donc, vous pouvez également Donc, penser la profondeur de l'action en jouant sur la distance. la distance entre les électrodes. D'accord. Justement, c'était la question sur laquelle j'allais justement rebondir, la distance entre les électrodes. Donc, effectivement, tu as déjà apporté une réponse par rapport à cela. Donc, plus les électrodes sont distantes, plus le champ électrique est profond. Donc, les effets physiologiques sont importants dans les muscles profonds, alors dans les tissus profonds.
effectivement. D'accord, merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'autres questions, mais là, nous allons presque au terme de notre présentation. Et ne vous inquiétez pas, lors des ateliers, rassurez-vous, on répondra à absolument toutes vos questions. Donc, empressez-vous de vous inscrire, de venir massivement aux ateliers de formation qui vont se tenir dans les 4 villes du pays, à savoir Yaoundé, Douala, Bafoussam et Maroua. Et les dates vous seront indiquées. On a déjà le calendrier qui est disponible et prenez des notes, réécoutez ces vidéos qui seront disponibles sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook. Prenez des notes et revenez-nous pour vos questions, que ce soit avant la formation ou pendant la formation. Nous avons encore du temps. Vous pouvez nous approcher dans nos différentes plateformes et laisser vos questions. Et nous vous apporterons des réponses conséquentes. Mais venez à la formation car la théorie n'est pas suffisante. On va vous donner l'occasion de mettre ces connaissances en pratique, de les éprouver et de voir effectivement tout ce dont on vient de vous parler. Peut-être une dernière chose pour les personnes qui ont des questions. La vidéo ayant été enregistrée, elle sera mise à disposition. Vous pouvez poser vos questions sur les pages YouTube. Mettez vos questions en commentaire et on va y répondre. Donc, une fois qu'on va publier la vidéo. Une fois de plus, merci de votre attention. J'espère que ça a été intéressant et enrichissant pour chacun d'entre nous. On se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. J'ai oublié la date, elle sera communiquée. Et je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent. Malheureusement, je ne pourrais pas avoir plus le temps qui est imparti. On ne pourra plus prendre de questions. Mais on essaiera de faire mieux, de faire le prochain webinaire un peu plus long, le dernier webinaire un peu plus long, afin de permettre aux personnes d'interagir de façon un peu plus interactive. Une fois de plus, merci encore de votre attention et à bientôt. À très bientôt à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents en live, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo et les précédentes seront disponibles sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube. On a un groupe WhatsApp dans lequel on interagit avec tout le monde très régulièrement. Quelques petits rappels. Prochain webinaire, 28 juin, donc même tranche horaire, 18h, 19h. On va parler des bases pratiques par rapport à les séances à venir. Comment mettre en place une stimulation électrique de manière sûre et efficace? Voilà ce dont on va parler dans le prochain webinaire. Certes, ça sera encore des connaissances théoriques, mais rassurez-vous qu'ils seront concrétisés et cristallisés lors de la formation pratique. Les autres informations sont disponibles sur nos différentes plateformes. Une fois de plus, abonnez-vous pour nous encourager déjà. Laissez vos commentaires, des questions et on va faire les efforts d'y répondre. À bientôt à tout le monde et portez-vous bien. Allez, bye bye.